si cette commission d'enquête a une utilité, peut-être dès ses premiers instants, c'est celle-là. Participer avec vous à ce processus de libération de la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Nous vous proposons de revivre les moments forts de la commission d'enquête dite Betaram. Après les révélations des violences dans cette école privée catholique Notre-Dame de Betaram, la commission de l'éducation de l'Assemblée s'est transformée en commission d'enquête. Objectif, faire toute la lumière sur les violences dans les établissements scolaires partout en France. Le jeudi 20 mars, pour les premières auditions, les députés donnent la parole aux premiers concernés, les collectifs de victimes qui se sont constitués pour la plupart dans la foulée des révélations sur Betaram. Permettez-moi d'abord de vous saluer, votre force, votre courage, et de dire pour commencer les travaux d'audition de cette commission d'enquête parlementaire que c'est de votre force, de votre courage de victime que cette commission d'enquête est née. Est-ce que vous-même, comme victime, enfant, adolescent, ou certains membres de vos collectifs, est-ce qu'ils ont cherché de l'aide à l'époque où ils étaient victimes? Si oui, comment? Vers qui se sont-ils tournés? Au sein de l'établissement? En dehors de l'établissement? Quelles réponses ont-ils eues alors? C'est la question, pour nous, du signalement qui est vraiment au cœur de notre attention. Donc, moi, je suis rentré en 1958. Et tous les abus sexuels qui se passaient à l'époque, personne n'en parlait, y compris entre nous, on n'en parlait pas. Moi, j'ai passé donc 7 ans internes. J'ai joué dans l'équipe de foot depuis les Benjamins, minimes, cadets, peu importe, avec 3 personnes, 2 qui ont porté plainte. Jamais, jamais on a découvert maintenant qu'en fait, on a été victime. On n'en a jamais parlé. Moi, personnellement, mes parents sont morts. Ils ne l'ont jamais su. Toujours est-il que si j'avais raconté ça à mes parents, ils ne m'auraient pas cru. Ça, c'est absolument évident. Et deuxièmement, heureusement que je ne l'ai pas raconté finalement, avec le recul, parce que je pense que, comme on m'aurait pris pour un menteur, eh bien, Cendrillon, c'était pas assez fort pour m'éduquer, on m'aurait envoyé à Betaram. Nous, en ce qui concerne le collège Saint-Pierre, aucune aide de toute façon n'aurait pu être sollicitée auprès de la direction de l'école, parce que la violence y était vraiment systémique. Voilà. Donc de bas en haut, je dirais, à part les femmes qui nous servaient à la cantine, tout le monde était dans la violence. Je n'ai pas, jusqu'à maintenant, on commence à remonter le fil de l'histoire de ce continuum de la violence. On a repéré à peu près tous les professeurs. Il n'y en a pas un qui, un jour, ou 2, c'est rare qu'il n'en ait donné qu'un, n'ait pas frappé un élève. Ils étaient recrutés pour ça, véritablement. Donc, je dirais qu'à la limite, si on avait eu l'heure de se plaindre auprès du directeur ou d'un professeur de la violence, on s'en serait repris d'autres. Et il y aurait eu des mesures de rétorsion derrière. Les parents, on n'en parlait pas, parce que pour la plupart, on nous mettait là pour ça. Et je n'arrive pas à croire que le diocèse ait pu ignorer ces choses-là, puisque le collège était marketé comme... On disait ça aux enfants, et les parents disaient ça aux enfants, si tu n'es pas sage ou si tu ne travailles pas bien, tu vas aller chez les frères quatre bras, ou les frères tape dur. Bon, voilà, je pense que comme slogan, c'est relativement efficace. Enfin, c'était ignoble, voilà. Pas de signalement pendant 30 ans, ça veut dire que... Qu'a fait l'État pendant ce temps-là? Je m'excuse, mais on est à l'Assemblée, on paye des impôts. Il n'y a pas eu, en 30 ans, un signalement. Est-ce qu'il y a eu des inspections? Je n'en sais rien. Parce que ce qui nous est apparu dans nos premières visites sur place et dans nos premiers échanges formels ou informels avec des victimes, c'est que lorsqu'on dit un coup, une gifle, finalement, à l'époque, c'était accepté. Derrière les coups, il y avait des violences physiques. Derrière les violences physiques, il y avait très souvent des violences sexuelles. Et en fait, lorsqu'on accepte le début, on ferme les yeux sur l'ensemble d'un système. Voilà, donc ce que je vous poserai peut-être à vous tous comme question, si vous avez envie les uns et les autres de prendre la parole, c'est quels sont les contrôles que vous avez connus ou dont on vous parle et qui n'ont pas fonctionné? Comment vous imagineriez le contrôle qui aurait pu, en se replaçant dans le passé, faire que les faits soient beaucoup plus tôt décelés et beaucoup plus tôt prévenus? Alors,
le contrôle, mais il n'y en avait pas de contrôle. C'était la porte ouverte à toutes les exactions. Nous, on subissait la clôture que les bonnes sœurs, excusez-moi, je le dis volontairement comme ça, les bonnes sœurs. Elles n'avaient rien de bon. Rien de bon. Les bonnes sœurs nous martyrisaient. Alors, les rares filles qui arrivaient à prendre le dessus, eh bien, elles fuguaient. Mais quand elles revenaient, on leur tondait les cheveux à ras. Et on leur mettait des robes, allez, c'était plutôt des chiffons que des robes. Et on les enfermait au mitard. Alors moi, je suis d'une génération qui a suivi en fait la génération de mes camarades. Nous, il y a eu des contrôles. J'ai des témoignages de gens qui me disent, on parle par exemple d'une maîtresse de CM1, tortionnaire sadique, les parents se sont plaints à la direction, plusieurs fois. On parle même d'un contrôle académique, comme on l'a tous connu. Alors moi, je me souviens, enfant, hein, une semaine avant, 2 semaines avant, on nous dit attention, on va être contrôlé. Là, tout le monde était sage. Mais à aucun moment, les enfants n'ont été entendus. Je vous parle d'une personne qui frappait sur la tête de ses élèves de manière répétée, qui a décollé les oreilles d'un enfant qui venait de se les faire recoller chirurgicalement. Enfin, des choses d'une violence inouïe. Et donc, les parents se sont plaints. La direction n'a rien fait. Il y a eu un contrôle qui n'a servi absolument à rien. Donc, on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vagues. On m'a même redit il n'y a pas longtemps, on lave notre linge sale en famille. Pareil, il y a des élèves, il y a un prêtre qui posait problème, en fait, dont les élèves ont trouvé qu'il avait des gestes très déplacés. Ils sont allés se plaindre au censeur de l'époque, qui leur a dit ce sont des accusations très graves. Vous savez bien que les prêtres sont en manque d'affection. Ce sont des gestes d'affection légitime d'un homme de Dieu. J'ai même un témoignage qui, moi, me glace sur un maître de CM2 qui caressait les petites filles tous les jours. Hein, tous les jours. Il y en a qui disent « je me suis fait caresser tous les jours, il a mis la main dans ma culotte tous les jours en CM2 », de la directrice de l'école primaire qui prévient, je suis désolée, c'est vraiment dur, hein, qui prévient une des mamans d'élèves en lui disant « fais attention à monsieur machin, fais attention ». Donc on savait, ce type est arrivé avec une réputation et on l'a laissé dans une école de CM2. Donc les contrôles n'ont servi à rien, les enfants ont parlé, n'ont pas été écoutés, et tout ça pour protéger la réputation de ces établissements. Et je voudrais vous interroger sur, est-ce que dans les établissements qui ont été les vôtres, est-ce qu'il y avait des enfants qui fuguaient, qui s'échappaient, qui fuyaient? Elles fuguaient facilement, les filles. Moi, j'ai pas voulu parce que je savais pas ce qui m'attendrait dehors. J'étais pas terrorisée de savoir ce qui pourrait se passer, puis j'étais loin de chez mes parents. Les filles fuguaient. Mais pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir si elles n'étaient pas montées en haut d'un arbre pour se cacher. Et quelquefois, elles fuguaient, et puis elles se rataient, elles tombaient par terre, comme à Nancy, où elle a râlé toute la nuit et que les chiens l'ont mangé, en fait. La chaîne, elle est immense parce que les enfants, ils ont parlé, ils ont parlé à leurs parents, ils ont parlé aux personnes à l'extérieur, la dame qui s'occupait de la piscine à Liévin, les personnes qui faisaient les enfants aller faire du sport à l'extérieur, ils le disaient. Mais pourquoi personne n'a bougé? Jamais. En fait, tout le monde était au courant et ça a été un lieu qui a été protégé jusqu'en 2019, où il a fallu une vague de 200 auditions suite à une plainte pour viol déposée en 2013 pour que le rectorat dise à Riaumont de faire partir les enfants. Aujourd'hui, Riaumont, il y a des scouts et des louvettes avec des prêtres qui vont passer dans la justice et dont un dont on va savoir ce qu'il va prendre pour détention d'images pédopornographiques pendant 5 ans. On ne pouvait pas trop raconter ce qu'il y avait à l'école, à l'établissement, puisque le directeur de l'établissement était lui-même un agresseur. Donc on se taisait. Et de toute façon, quand on rentrait à la maison et qu'on voulait raconter ça à nos parents, ils nous avaient mis là pour ça. Donc on nous disait, si tu as pris des coups, c'est que tu les as mérités. Mais moi, les premières violences, elles ont commencé dans une école publique primaire. Et pas dans un petit village du fond du Pays Basque. C'était à Anglet, une grande ville. Voilà. C'était en cours de CM1.
il y avait un des tortionnaires qui avait peint les vitres de la classe en blanc, pour pas qu'on voit de l'extérieur ce qu'il nous faisait à l'intérieur. Le deuxième agresseur, c'était le directeur de l'école, qui avait une baguette, une espèce de petit fouet, qu'il appelait Caroline. Et donc il nous disait, viens, je vais te présenter Caroline. Et il nous faisait nous allonger sur ses genoux, et il nous fouettait avec sa baguette. Pour les dictées, quand on faisait trop de fautes, il nous faisait venir à côté de lui, nous prenait l'intérieur de la cuisse, pinçait, et tournait violemment jusqu'à qu'on corrige la faute. Donc quand on rentrait à la maison, moi j'avais 2-3 bleus. Je disais à mon père qui était médecin en Angleterre, il était médecin, je lui disais, mais papa, t'as vu ça? Ben, la prochaine fois, tu feras moins de fautes. Donc en fait, tout le monde savait, parce que un établissement public, il y avait un médecin, il y avait des infirmières, tout le monde les voyait, les vitres peintes en blanc. Et personne n'a jamais rien dit. À Bétharram, effectivement, les enfants fuguaient souvent, et notamment le mercredi. Moi, je me souviens très très bien dans les années 80-90 de voir l'estafette de la gendarmerie de Naï revenir avec des enfants. Mais parfois, c'était aussi la population locale, hein, les habitants de l'Est-El Bétharram, qui trouvaient des enfants en pleurs, fuyant l'établissement, et qui rappelaient, et je me rappelle très bien de monsieur Saget qui allait les chercher très rapidement d'ailleurs. Je ne sais pas, enfin, notre société, on dit c'était il y a 30, 40, 50, 60 ans. Moi, quand je vais voir Romain Clerc en février avec 8 plaintes criminelles, qui vise le surveillant de Bétharram qui est actuellement en détention, des plaintes criminelles que je vais déposer le lendemain au procureur de la République. Et le directeur actuel de Bétharram me dit « Je n'ai rien à reprocher à ce surveillant ». Et moi, je veux lui lire les plaintes criminelles. Il ne le souhaite pas. Il ne veut même pas les entendre. Donc quand on dit c'était il y a 30, 40 ans, je crois que notre responsabilité, il faut que je saisisse via l'article 40 les maires d'Igon et de Montaut, le préfet qui est alerté, qui dit qu'il ne peut rien faire. On est en grande difficulté en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un Alain Esquer qui se lève et qui hurle en fait auprès de la presse, et c'est la presse qui va faire pression pour que ce surveillant soit suspendu, ça en dit long sur les dysfonctionnements de l'État aujourd'hui, en fait. Parce que là, on parle il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, on a encore des choses à faire, parce qu'il y a un trou dans la raquette. Les dispositifs d'alerte, ils ne marchent pas. La preuve, on en est à créer des pauvres pages Facebook. Enfin, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des citoyens qui prennent le taureau par les cornes, le système, il continue, il est bien huilé. Ça tout continue à tourner. Et le pas de vague, il est toujours là en 2025. Mais moi, à l'époque, le prêtre qui m'a agressé, il a été exfiltré de Cendrillon à l'époque. Il s'est retrouvé curé à Biscarrosse, et après curé de Biscarrosse, il s'est retrouvé directeur à Tartas. Et est-ce que vous croyez, moi, par exemple, dans la récolte, entre guillemets, des témoignages, pardon, j'ai aucun paroissien de Biscarrosse qui m'a parlé, hein, ni aucun élève de Tartas. Dans toutes les victimes, on est la face immergée. Faut pas croire. Hein. On nous a cassés. Voilà. Et c'était un système qui reposait effectivement sur un homme, le père L, mais qui a été couvert par le diocèse. Voilà. Je n'arrive pas à concevoir que ça puisse être autrement. Ça n'aurait pas duré 30 ans. Il y a quand même, moi, ce qui nous unit tous quand même, c'est le manque de courage de ceux qui ont vu et qui n'ont rien fait. Il y a eu un manque de courage des adultes. Alors, il y avait les bourreaux, mais j'en veux presque plus à ceux qui étaient là, qui avaient des responsabilités et qui ont vu. Quand les villageois voyaient les gosses avec des croix au mercurochrome sur la tête et qu'ils n'ont rien fait, quand les autres professeurs de l'école voyaient les vitres peintes, quand on voyait les gamines défenestrées, voilà, tous, on peut tous. Il y a eu des gens qui n'avaient absolument aucun courage. Quand une maîtresse de CM1, on nous dit, elle était élue du comité d'entreprise, tout le monde avait peur d'elle, même les adultes. Donc 2 directeurs successifs l'ont couverte, alors qu'elle sadisait ses élèves.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai 42 ans aujourd'hui, si j'entendais parler de quelqu'un qui fait comme ça, je n'aurais pas peur d'aller voir la police. Alors je ne sais pas pourquoi, c'était une génération où tout le monde avait peur de tout le monde, mais il faut que ça cesse. Et encore une fois, ça n'était pas normal, même à cette époque-là. Après ces témoignages poignants, les députés continuent leurs travaux. Le 26 mars, ils auditionnent 4 journalistes qui ont enquêté sur les violences à Notre-Dame de Bétharram. On a vu la création de ce groupe Facebook créé par Alain Esquer, donc à la fin octobre 2023. On a commencé à en parler entre nous et très clairement la réflexion qu'on a eue au début, c'est oui, des violences à Bétharram, grande nouvelle, parce que tout le monde, effectivement, en Béarn, connaissait la réputation de cet établissement. Mais cela dit, évidemment, on s'est intéressé aux échanges qui y étaient déployés, jusqu'au moment où on a pu avoir des premiers témoignages directs en contactant les membres de ce groupe, puis Alain Esquer, et on a choisi d'en faire un article. Donc les premiers confrères qui ont travaillé dessus, je crois que c'était France Télévisions, je crois que c'était France 3, le tout premier article. La République des Pyrénées également a beaucoup travaillé dessus. Et petit à petit, voilà, on s'est plongé dans ce dossier qui était bien plus vaste qu'on l'avait perçu au début, évidemment. En fait, ce qui nous a intéressés particulièrement dans cet établissement, c'était la multiplication de témoignages concernant des périodes différentes et avec une diversité d'auteurs qui laissait déjà transparaître ce que l'on voit aujourd'hui, qui est une mécanique de la violence systémique, institutionnelle au sein de cet établissement et qui en fait démontrait qu'il y avait, au-delà de la nécessité de faire émerger la parole des victimes, d'interroger la responsabilité individuelle des auteurs, qui montrait qu'il y avait un environnement institutionnel qui avait permis à la violence, qu'elle soit les violences sexuelles, mais aussi physiques et psychologiques, de se répéter pendant des années, voire des décennies au sein de cet établissement. Et on s'est assez rapidement concentré sur les années 90, qui, à Notre-Dame de Bétharram, nous semble absolument fondamental sur la manière dont ce qu'on qualifierait aujourd'hui de lanceurs et lanceuses d'alerte ont été complètement ignorés par de nombreuses institutions, et qui est pour nous une décennie de bascule, où potentiellement les institutions auraient pu réagir, et les personnes à la tête de ces institutions, et n'ont rien fait. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'ampleur des témoignages, y compris pour des faits postérieurs aux premières alertes, eh bien, ça a eu des conséquences extrêmement lourdes. Plusieurs d'entre vous nous avaient dit « tout le monde savait ». Alors, qu'est-ce qu'on savait? Parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez imprécis dans cette formule. Qu'est-ce qu'on savait? Qu'est-ce qu'on se disait de cet établissement? Et est-ce que, au moment où on savait, et alors, à quel moment d'ailleurs, à partir de quand sait-on que Bétharram est un établissement violent, si je comprends, si je déduis de vos propos quelque chose? Quelle violence parle-t-on? Et quand je suis arrivé à Pau en 2018, je vous avoue que je ne peux pas répondre précisément à votre question. Je ne me souviens pas qui m'a dit quoi, mais j'ai entendu à plusieurs reprises. Voilà, une affaire de réputation quand on parlait de l'expression cité passage tir à Bétharram. Je l'ai lu, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé quand l'affaire Bétharram a éclaté, c'est est-ce que mon père et ses frères y étaient passés? Donc j'appelle mon père et je lui demande qui est passé. Pour moi, c'était une évidence. Eh bien non. Donc ils étaient quatre frères, nés dans les années 40. Les 4 ont été victimes de violences sexuelles à des niveaux plus ou moins graves. Les 4 dans les Pyrénées-Atlantiques et aucun qui soit passé par Bétharram. Certains étaient à Bayonne, d'autres à Pau, dans d'autres établissements, sur lesquels il y a déjà des articles qui ont été faits. Je pense que Bétharram représentait, voilà, mes oncles que j'ai interrogés sur la question,
me disait, de manière un peu, même très ironique, Betaram, c'était le sommet. Betaram, effectivement, on sait que c'est un établissement de redressement, d'éducation à la dure. J'ai des camarades de classe qui sont passés, qui parlaient de la violence physique. Ça, je pense qu'à minima, pour répondre à qui savait, tout le monde savait qu'au moins, il y avait de la violence physique. Après, on ne savait pas forcément jusqu'où allait cette violence physique, puisqu'elle est aujourd'hui, il y a même des témoignages de torture assez récemment qu'on a pu obtenir. Donc ça va très loin, on est sur de la maltraitance quotidienne, etc., des abus sexuels, mais je crois que ce qu'il faut dire à Betaram, ce qu'il y a de particulier à Betaram, c'est d'abord, si vous êtes allé là-bas, vous avez vu le lieu, niché entre la montagne et le Gave de Pau, on est à 8 km de Lourdes. C'est un lieu qui est sacré, en fait, pour beaucoup de personnes, parce que le fondateur a été canonisé. Donc, en fait, on ne touche pas à Betaram encore. Des plaintes qui se recoupent, c'est ce qui est assez effarant, c'est-à-dire des gens qui sont nés à des périodes différentes, qui ont été scolarisés à des moments différents, qui ne se connaissent pas. Ils racontent au détail près les mêmes process, la même terreur, ce qu'ils ont vécu, la fameuse punition du Perron. Un point sur les pressions, parce qu'elles ne me paraissent pas à minimiser. Lorsque François Bayrou prend la parole devant la représentation nationale... Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Lorsque François Bayrou prend la parole devant la représentation nationale et annonce une plainte pour diffamation. La première chose, c'est que nous, on l'a questionné à plus de 5 reprises pour savoir si cette plainte avait été déposée et contre qui. On imaginait à l'époque que c'était contre Mediapart. Le Premier ministre ou son cabinet n'ont jamais voulu nous répondre. Mais cette plainte-là, annoncée à l'Assemblée nationale, reprise partout dans la presse, c'est une pression. C'est une pression sur nos sources, dans un climat qui était assez tendu. On a des personnes qui nous ont expliqué qu'elles ne craignaient de parler puisque elles imaginaient la place du Premier ministre, à la fois local et à la fois en tant que Premier ministre, et que c'était pas un sujet facile. On a le père d'une première victime qui nous a dit surtout vous ne mettez pas mon nom, je ne veux pas avoir de problème. J'ajoute que cette plainte-là, c'est aussi un narratif qui a servi évidemment le Premier ministre pour mentir et se couvrir par la suite, mais c'est un narratif qui sert aussi à discréditer la presse. C'est-à-dire que les articles qu'on a à l'issue de ces questions au gouvernement, c'est de dire Mediapart accuse, le Premier ministre dément. C'était un moment assez inédit, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des révélations documentées, c'est-à-dire que tout était là. Autant il peut y avoir des enquêtes journalistiques très pointues avec des sources, des documents cachés, etc. Là, c'était quand même, est-ce que ça rejoint ce que je disais en préambule, sur la place publique et en tout cas dans les archives. Et on a fait une trentaine d'articles aujourd'hui, on assume et on ne retirait pas une ligne. Rien de ce qui a été publié aujourd'hui, on a une trentaine d'articles, rien n'est inexact. Il n'y a pas une erreur dans Mediapart. Quant au fait affirmer que François Bayrou a menti devant la représentation nationale, ce n'est pas une opinion, ce n'est même pas une conviction, c'est un fait. Je vais juste vous lire donc une archive du 5 mai 1996 qui n'est pas de Mediapart, qui est de Sud-Ouest dimanche, où donc la fameuse visite de François Bayrou est évoquée à Betaram pendant une enquête judiciaire qui va déboucher sur la condamnation du surveillant général de cet établissement. Et François Bayrou, donc après une inspection dont on a compris ensuite qu'elle était là simplement pour blanchir l'établissement, dit « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques, au pluriel », donc c'est pas l'attaque d'un professeur, d'un parent d'élève, ces attaques, au pluriel, donc il est au courant qu'il y a un climat de dénonciation au pluriel, parce qu'on sait que dans ces années-là, il y avait aussi une professeure qui dit lui avoir écrit. Donc ces attaques ont été ressenties avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Le mot injustice est intéressant pendant une enquête judiciaire.
bah, qu'elle va déboucher 1 mois plus tard sur la condamnation. Donc l'injustice, elle serait plutôt du côté quand même de la victime. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, le ministre parlant de lui, donc à la 3e personne, il les a demandées. Toutes les vérifications au pluriel ont été favorables et positives, le reste suit son cours. Cette même personne qui s'exprime ainsi dans Sud-Ouest le 5 mai 1996 dit en 2025, en février 2025, qu'elle n'a jamais été informée de la moindre alerte sur des violences au sein de Notre-Dame de Bétharam. Quelques minutes après, c'est au tour de Françoise Gullung d'être auditionnée. Enseignante à Bétharam de 1994 à 1996, elle est la première à avoir alerté sur les violences envers les élèves. Devant les députés, elle raconte ce qu'elle a vu et ce qu'elle a signalé à son administration. Je me suis perdue, je cherchais le secrétaire dans les couloirs. J'entends sur ma gauche, dans une salle, un adulte qui hurlait sur un enfant, qui le cognait, j'entendais les coups. Et venait en face de moi Madame Bayrou. Donc bêtement, hein, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle n'a pas compris ce que j'attendais. Ça c'est clair, elle n'a pas compris. Donc, voilà, c'était entre 15 jours et 3 semaines après la rentrée, quoi. Ensuite, les choses que j'ai vues très vite et qui m'ont beaucoup dérangée, c'est mes élèves. J'avais des enfants qui étaient écrasés de fatigue, qui étaient ternes, qui étaient passifs, et qui, de temps en temps, il y en avait un ou l'autre dont la tête tombait sur le pupitre. Et alors, la première fois où ça vous arrive, ça surprend quand même. Donc j'ai voulu savoir, j'ai interrogé, on m'a dit c'est pas grave, il y a eu des problèmes. Parce que les enfants essayaient de ne pas trop parler. C'est pas grave, il y a eu des problèmes à l'internat cette nuit, on n'a pas pu dormir. N'empêche que ce genre de problème, ça se répétait avec une fréquence folle. Bon, alors là, j'ai commencé à aller voir l'infirmière, parce que j'ai voulu comprendre. Et l'infirmière m'a confirmé qu'il se passait ce genre de choses. Et elle m'a dit, mais bon, il me semble qu'il se passe aussi d'autres choses, mais... Donc je pense que c'était dans le premier mois et demi. Vous pouvez juste expliciter ce genre de choses, c'est-à-dire? C'est-à-dire des enfants qui visiblement avaient passé une grande partie de la nuit debout sans pouvoir dormir. Alors, les enfants, alors ce qu'elle m'a expliqué, ce que les enfants peut-être n'osaient pas dire, c'est que les enfants étaient mis au garde à vous au pied de leur lit et que ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. Donc là, on était encore en 94, je pense, ou tout début 95, j'ai commencé à signaler. J'ai écrit à M. Bayrou, l'infirmière l'avait déjà fait quelque temps avant, sans réponse. J'ai écrit moi aussi, sans réponse. J'ai fait un courrier que j'ai envoyé au tribunal, sans réponse. Je suis allée à la gendarmerie et on m'a dit « Oh oui, on sait ». Et j'ai aussi écrit à la direction diocésaine et j'ai contacté le médecin de la PMI. Le médecin de la PMI a certainement soutenu mes propos au niveau de la direction diocésaine. Et moi-même, la seule personne qui m'a contactée, c'est un représentant de la direction diocésaine qui m'a convoqué dans un bureau d'une école maternelle de Pau, où il m'a expliqué avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'entre-gens, que d'abord que je déshonorerais ma famille si je... et surtout que si je voulais rester dans l'enseignement catholique, il fallait que j'oublie tout ça. Donc des violences physiques, est-ce que vous êtes témoin, on vous rapporte des violences sexuelles lorsque vous êtes à Bétharam? Non, on ne me rapporte pas de violences sexuelles lorsque je suis à Bétharam. J'ai vu au moins, parce que c'est vieux, hein, mais je me souviens au moins d'avoir vu une agression physique, un enfant rossé dans la cour, très violemment, et je pense que ça fait partie des éléments qui m'ont permis de faire mes premiers courriers. Un enfant rossé dans la cour par un autre élève ou par un adulte? Par un surveillant, par un adulte. Donc vous lui adressez un courrier à M. Bayrou en sa qualité de ministre et de conseiller départemental. Est-ce que vous recevez une réponse de sa part? Non, la seule réponse que j'ai reçue, c'est de l'évêché. Un peu plus tard, plusieurs mois plus tard peut-être, plusieurs semaines plus tard, vous allez rencontrer là physiquement M. Bayrou à l'occasion d'une remise de décoration. Oui. Et là, vous avez rapporté dans la presse l'avoir à nouveau informé. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode, nous le décrire? Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'il vous répond? Alors,
On fêtait le départ de Pau de Mère Myriam, qui était quelqu'un à qui j'étais très attachée. Donc j'y suis allée, et à un moment, je vois M. Bérou à côté de Mère Myriam. Mère Myriam était à sa droite et lui à gauche. Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Il ne m'a jamais répondu, je tente. Donc je suis allée à lui et je lui ai dit, Monsieur Bérou, c'est vraiment grave ce qui se passe à Bétharram, il faut faire quelque chose. Et il m'a simplement répondu, mais on exagère, voilà. Donc j'ai rien fait de plus parce que dans un tout premier temps, j'ai quand même un petit peu interrogé mes collègues. Je ne comprenais pas. Il devait bien s'être aperçu que les enfants, que c'était pas très normal. Et en fait, c'était toujours non, mais on n'en parle pas. Mais de toute façon, c'est comme ça. C'est pas grave. Et voilà. Est-ce que d'autres enseignants sont témoins? Vous avez parlé de Mme Bayrou, mais est-ce que d'autres enseignants le sont? Est-ce qu'ils vont tenter de les signaler, eux aussi? Est-ce que leurs éventuels signalements vont connaître les mêmes suites que les vôtres, c'est-à-dire une absence de réponse? Ou seront-ils traités différemment? Au moment où j'y étais, c'était le silence sur ce genre de problème. Je pense que tous les enseignants pouvaient, comme moi, voir que, enfin, du moins tous ceux qui avaient affaire à des enfants au moins d'âge collège, mais je pense qu'il était vrai aussi pour certains lycéens, pouvaient voir que les enfants étaient dans une situation difficile. Je pense que tous les enseignants le savaient. Maintenant, moi, on m'a toujours demandé de me taire, de ne pas créer de problème. Est-ce que vous avez des regrets? J'entends dans votre expression « je n'ai pas pu faire plus », donc vous êtes allé jusqu'à vous adresser aux responsables politiques, à interroger vos collègues. Est-ce qu'avec le recul, avec les témoignages que vous avez faits à la presse aujourd'hui, vous imaginez que vous auriez pu faire quelque chose de plus? Je pense que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. En tout cas, moi, je crois que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, vraiment. Je ne pense pas que je pouvais faire autre chose. Mais quand, en décembre 1995, ces deux enfants ont été mis dehors, dans le froid, alors là j'ai trouvé que c'était vraiment... J'ai considéré que c'était de la torture, de la barbarie de faire ça à des enfants. Et alors là j'ai décidé que je n'aurais plus aucune prudence par rapport à ce monde-là. Ça, c'est clair. Donc la première chose que j'ai fait, enfin, ça s'était passé juste avant Noël, les vacances de Noël. Donc à la rentrée, j'arrive dans mes classes de collège, puisque j'avais des collégiens. La première classe où j'arrive, j'avais des enfants affolés, terrifiés. Alors je les calme pour ce qu'ils me racontent, parce que je ne savais pas. Et alors ils me disent, oui, mais moi, alors ils me racontent, mais moi, j'ai pas de carte de téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai considéré que le mieux que je pouvais faire, c'est un peu de les protéger. Donc j'aurais dit déjà, pas de souci, il y a des cabines téléphoniques dans le village, vous seriez à la place de vos petits camarades, vous foncez à la cabine, vous faites le 119, il n'y a pas besoin de monnaie. Et après, je leur ai dit aussi, je pense que ça ne suffit pas, il faut que vous racontiez à vos parents aussi les problèmes d'internat. Et alors là, il y a des élèves qui m'ont dit, mais je ne peux pas raconter ça, mes parents ils ne me croiront pas. C'est embarrassant pour un adulte d'entendre ça. Donc je me suis dit, là, il faut que je les rassure. Donc je leur ai dit, mais c'est normal que vos parents ne vous croient pas. Vos parents, ils vous ont mis là en pensant que vous serez bien élevé, qu'on vous prendra soin de vous. Bien sûr qu'on sera sévère, mais qu'on prendra soin de vous. Donc c'est normal qu'ils ne vous croient pas. Donc il faut que vous en parliez à une tati, une grand-mère, un cousin, quelqu'un qui vous croira, et que vous gardiez son numéro de téléphone pour le cas où un pépin vous arriverait. Alors là, évidemment, pour moi, je suis devenue immédiatement persona non grata, ça c'est sûr. D'abord, on m'a sommé, le surveillant général, et puis quand on me présentait dans le couloir, le père directeur, de demander une mutation. Alors le surveillant général m'a sommé, le père directeur m'a dit ce serait mieux pour vous, mais bon, le résultat est le même. J'ai refusé. Un jour, je traverse la cour et je vois que le surveillant général était avec un ballon et un groupe d'adolescents, probablement des jeunes lycéens, autour de lui. Et donc, c'était pas habituel. Donc, je traverse la cour en gardant un œil dessus et je vois le surveillant général qui fait comme ça, le ballon part, et le groupe d'enfants, enfin d'adolescents, suit le ballon et donc me saute dessus. Le ballon était envoyé sur moi, donc tout le monde me saute dessus.
Donc je suis bousculée, je tombe par terre, je suis effectivement égratignée de partout, je saigne et j'ai mal à la face. Donc je ne fais ni une ni deux. Personne n'est venu d'ailleurs ni m'éponger ni rien. Je suis partie directement à ma voiture et je suis partie à l'hôpital de Pau, c'est-à-dire à 35 km de là, aux urgences. Et là, on a fait des radios et j'avais des fractures de la face. C'est un épisode qui est décrit dans le rapport d'inspection 96, qui peut d'ailleurs nous conduire donc à cette deuxième série de questions. Il décrit d'une façon différente de celle que vous venez de le faire, cet accident. Alors, Madame Gulung a été blessée. Elle a également demandé à son avocat de porter plainte. Elle donne de ce troisième incident une interprétation qui ne correspond pas à la réalité. Le contenu de la déclaration écrite faite par Stéphane G, qui est un élève dont on a la déclaration un peu plus tard, a été confirmé par des élèves présents dans la cour et témoins de l'accident. Et ce Stéphane G donc décrit une bataille de boulettes de papier qu'il conduit. Il ne vous verrez pas. Il saute par-dessus l'épaule d'un camarade et il vous tombe dessus. Cette description ne correspond pas du tout à celle que vous venez de faire. Voilà. Moi, en tout cas, il n'y a pas de ballon et il y a un seul enfant. Bon. Oui, voilà, bon, c'est pas ce que j'ai vécu. Ceci étant, c'était le début, mais ensuite, dès que je traversais la cour, j'avais des lazzi. On a abîmé ma voiture. On me téléphonait chez moi avec des menaces. Donc voilà, pour moi, c'est dans un continuum. Hein. Donc, on est mi-avril. L'inspecteur est présent pendant une journée, c'est le 12 avril pour être précis. Vous ne le croisez pas, vous n'avez pas vent de sa présence, alors qu'il va rencontrer une vingtaine de personnes, entre des personnels et des élèves. Vous ne le rencontrez pas, vous ne lui parlez pas, mais ce jour-là, vous êtes au travail, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes présent dans le... C'était à la suite de ces fractures de la face. J'ai dû être arrêtée 3 ou 4 jours, peut-être une semaine, pas plus, parce que je tenais... je ne voulais pas céder à ce genre de choses. Donc ça a été programmé, organisé, juste au bon moment. Je ne sais pas. En tout cas... Et d'ailleurs, si ça avait été involontaire, je ne comprends pas pourquoi on ne m'en ait pas parlé. Normalement, puisque j'étais concernée, on devait me la présenter, on devait me permettre de faire mes commentaires et me permettre de la signer. Voilà. Alors, Mme Gulung, je vais vous transmettre ce document, et puis il est public, je veux le redire, la presse l'a publié. Vous êtes la personne qui est la plus fréquemment citée dans ce document. Je veux rappeler que le Premier ministre actuel a indiqué avoir commandé directement, comme ministre de l'Éducation nationale, ce rapport en passant par le recteur d'académie. Et l'une des conclusions de ce rapport, Mme Gulung, est la suivante. Elle invite à, je cite, « trouver une solution afin que Mme Gulung n'enseigne plus dans cet établissement ». Ça, j'ai lu parce que c'est sur la 2e page. Ouais. Elle a l'intention de demander sa mutation. Qu'est-ce que vous pensez? Mais moi, je n'avais pas l'intention de demander la mutation et ils étaient très clairs. Je leur avais dit que non. Après le signalement de l'enseignante, un rapport d'inspection académique est commandé par l'Éducation nationale. Le rapport, rendu en avril 1996, conclut que Notre-Dame de Bétharram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. L'affaire qui a éclaté en 2025 n'est pas la première à Bétharram. En 1998 déjà, le père Caricart, prêtre et directeur de l'établissement, est mis en examen pour viol et tentative de viol sur mineurs. C'est à ce moment-là qu'apparaît le nom de François Bayrou. Les députés auditionnent alors tour à tour un gendarme en poste à Pau à cette époque et le juge d'instruction. Bon, j'étais officier de police judiciaire à la section de recherche de Bordeaux. J'ai donc été chargé par M. Mirand, juge d'instruction au TGI de Pau, de mener l'enquête sur commission rogatoire concernant les faits commis par Pierre Caricart, qui avait été dénoncé quelque temps plus tôt par Franck Delagane de Malézieux, que j'étais allé entendre à la maison d'arrêt de Gradignan, puisqu'à cette époque-là, il était incarcéré pour des faits d'exhibition sexuelle, et à l'occasion desquels, pour peut-être expliquer ces déviances, avait expliqué à l'officier de police judiciaire de Bordeaux qu'il avait été victime 10 ans plus tôt de viol de la part de Pierre Caricart.
J'ai dû commencer cette enquête en décembre 97. J'ai dû entendre Franck Delagane peut-être début 98. Et ce n'est qu'en mai que j'ai entendu Pierre Caricart. Très bien, le 26 mai 1998. Le 16 février dernier, 2025, sur TF1, vous avez déclaré qu'en arrivant ce jour-là au tribunal, le juge Mirande vous aurait déclaré, je vous cite, « Il y a un problème, la présentation va être retardée. Le procureur général demande à voir le dossier et M. Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier. » Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Alors, je reprends les termes. M. Mirande m'attendait devant la porte de son bureau. Il m'a dit que la présentation était prévue à 14h. Donc moi j'étais là à 14h avec Pierre Caricart. M. Mirande m'attendait à la porte de son bureau et il m'a dit « Monsieur Hontan, la présentation est retardée. Le procureur général demande à voir le dossier. Il y a eu une intervention de M. Bayrou. » Point. Le nom de François Bayrou apparaît là dans ce contexte très particulier. Est-ce que ça suscite une réaction de votre côté? Est-ce que c'est un nom qui était apparu à une autre étape de vos investigations? Est-ce que l'intervention de François Bayrou, telle qu'elle vous est décrite par le juge Mirande, vous surprend à ce moment-là? Oui, effectivement, je suis surpris, mais comme je vous le dis, pour moi, c'est une information tout à fait laconique, parce qu'à ce moment-là, la question qui se pose pour moi, c'est le devenir de Pierre Caricart, qui est un violeur, pour poursuivre jusqu'à la mise en liberté de Pierre Caricart. Entre 1988 et 2001, j'ai dû conduire entre 7 et 8 enquêtes de viol. Sur les 7 ou 8 enquêtes de viol, alors si on part du chiffre 7, 5 ont vu leur auteur comparaître devant une cour d'assises en prolongement de leur détention provisoire. 2 ne sont pas allés devant la cour d'assises. Pierre Caricart. Moi, je n'étais pas convaincu par les dires de la victime. Il m'a fallu 3 mois et demi sur commission rogatoire pour démontrer que la victime mentait. Donc effectivement, 12 jours après, pour poursuivre sur la remise en liberté, M. Mirande m'appelle en me disant « Monsieur Hontan, la chambre d'accusation a remis Pierre Caricart en liberté, sous contrôle judiciaire. » Placé en détention le 26 mai 1998, le père Sylvie Caricart interjetait appel le même jour et saisissait au titre de l'article 187-1 du Code de procédure pénale le président de la chambre d'accusation qui ordonnait le renvoi devant la chambre d'accusation. Celle-ci, par arrêt du 9 juin 1998, ordonnait la mise en liberté sous contrôle judiciaire conformément à mes réquisitions. Signé Rousseau, procureur général. Dans le même courrier, le procureur général écrit « J'ai l'honneur, en vous confirmant les termes de mon compte-rendu téléphonique du 26 mai 1998, pour rendre compte au ministre de la Justice, je suppose qu'il faut avoir des informations. Les informations, elles sont dans la procédure que j'amène le 26 mai 1998 au tribunal. » Et est-ce que vous continuiez une enquête autour de ce fait ou d'autres faits liés aux sévices à Pétaram? Alors, effectivement, M. Mirande, à l'issue de la mise en examen de Pierre Caricart, m'avait demandé de poursuivre l'enquête et d'aller rencontrer l'ensemble des internes qui étaient en même temps à Pétaram que Franck Delagane de Malézieux. Quelques mois plus tard, Benoît Giaume, que j'avais entendu,
a écrit à M. Mirande en lui disant « Monsieur le juge, voilà ce qui m'est arrivé ». Est-ce que, pour conclure cette audition, vous pourriez préciser rétrospectivement votre vision sur la gestion de cette affaire par le système judiciaire et éventuellement politique de l'époque? Oui, je confirme. Je suis parti entendre ces jeunes hommes qui avaient quitté peut-être certains vétérans depuis 4 ou 5 ans, qui auraient pu se sentir à la limite libres de parler, même si c'est difficile d'avouer qu'on a été violé. Mais il y avait peut-être effectivement une ouverture de porte là qui aurait pu faire qu'ils commencent à parler. Ils ont certainement lu dans la presse, puisque ça avait fait quand même dans la presse relativement de battage, que Pierre Carica avait été remis en liberté. Quand on entend des gens qui maintenant disent « mais même dans notre famille, on ne voulait pas qu'on en parle. Même dans notre famille, on ne nous croyait pas. » Comment voulez-vous qu'un jeune homme qui voit un enquêteur arriver et vous interrogez sur ce qu'il a pu se passer à Bétarame, vous interrogez sur ce qu'il a pu se passer quand il partait en camp de vacances, je pense à Benoît Jaume, qui allait en camp de toile avec Pierre Carica. Comment voulez-vous qu'on puisse parler quand on sait que la justice ne semble pas croire la première victime qui s'est exprimée? Oui, c'est particulièrement décevant, parce qu'on aurait pu peut-être, à cette époque-là, entraîner d'autres témoignages, et peut-être qu'il y aurait eu un encouragement à parler. Il y a des gens qui maintenant sont confrontés par le problème de la prescription, parce qu'ils n'ont pas parlé suffisamment tôt. Alors, je fais peut-être de la justice-fiction, mais si Carica était resté à la maison d'arrêt de Pau, peut-être qu'il ne se serait pas suicidé, peut-être qu'il serait allé devant les assises, même sûrement, et certainement qu'on n'aurait pas perdu 10 ou 20 ans, parce que peut-être que, en 2000, au vu des assises et de la condamnation qui aurait été prononcée contre lui, eh bien, d'autres gens se seraient mis à parler, ce qui n'a pas été le cas. Il a fallu attendre 2020 pour que tout se déclenche. Non, c'est trop tard. Alors, je voudrais maintenant revenir sur votre rencontre avec François Bayrou, qui en 1988 est président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et député. Cette rencontre, à l'occasion de laquelle vous lui révélez les faits de violence sexuelle à Bétarame. Une première question sur le moment de cette rencontre. Est-ce que vous avez un souvenir de sa date? Du tout. Mais cette rencontre ne m'a pas surpris, ni étonné, car je connaissais M. Bayrou déjà depuis quelques années, puisque nous sommes voisins depuis au moins 50 ans à l'époque, et il arrivait autrefois que nous nous rencontrions à nos domiciles respectifs. C'était arrivé. Et quand il est venu me voir, il me semble même, peut-être sans m'avoir averti, il me semble que il voulait se renseigner sur ce qui se passait, car il avait une grande inquiétude au regard de son fils, qui était son fils Calixte, qui était élève à Bétarame. Et quand il est venu me voir, il a manifesté une incrédulité très grande, car il ne pouvait y croire, tant les faits étaient graves et patents. Vous nous avez indiqué quand François Bayrou est venu me voir. Et cette déclaration que vous faites ce matin, elle est cohérente avec celle que vous avez toujours faite, notamment devant le journal Le Monde en mars 2024 et au journal Mediapart en février 2025, où vous indiquez que c'est François Bayrou qui est venu vous parler, que sa démarche était de venir vous voir. Or, François Bayrou décrit, lui, cette rencontre, le 15 février dernier, lors d'une conférence de presse, comme une rencontre fortuite. Est-ce que vous pourrez revenir sur cette description
est-ce que c'est fortuit ou est-ce que c'est une démarche de François Bayrou que de venir vous trouver pour évoquer des sujets qu'on détaillera juste après? Alors, bien évidemment, ce n'est pas fortuit, puisqu'il est venu chez moi, à mon domicile, qu'il connaissait bien déjà, et pour en parler. Donc en 1998, François Bayrou sait qu'il y a eu des violences sexuelles à Bétharram. Au moment où il est venu me voir, oui. Oui, considérant que les médias qui en avaient largement diffusé la teneur. Très bien. Quand il vient vous trouver, vous indiquez qu'il est préoccupé par la situation de son fils, qui est scolarisé dans l'établissement Bétharram. Est-ce qu'il exprime devant vous une préoccupation plus générale pour d'autres élèves ou pour la totalité des élèves de l'établissement Bétharram qui pourraient eux aussi être exposés à des agresseurs? Non, du tout. Il n'a parlé que de son fils, pour lequel il était inquiet. Il y a un fait, il n'arrivait pas à croire la réalité de ces faits. Il disait, je me souviens très bien, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Très bien. Comment caractériseriez-vous l'ensemble des déclarations récentes de l'actuel Premier ministre sur la façon dont il a décrit cet échange avec vous, sur la façon dont il nie avoir eu connaissance dès 1998 de violences sexuelles à Bétharram? Je pense que la mémoire, elle aussi, lui fait défaut, parce qu'il y a une réalité. L'échange que nous avons eu, moi, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai maintenu à maintes reprises. Et je comprends pas, je n'ai pas compris d'ailleurs qu'il ait pu l'occulter en contestant d'abord et ensuite en l'édulcorant. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la remise en liberté du père Caricart le 9 juin 1998? Est-ce que dans votre expérience, cette remise en liberté était probable, attendue? Est-ce que vous sentiez les choses venir? Quand j'ai appris sa remise en liberté, j'ai été surpris parce que c'était une décision contre toute attente. Il suffisait de lire, ne serait-ce que cela, la déclaration de la première victime, Franck, le jour du décès du père de l'enfant. La mère a averti l'institution, elle a averti M. Caricart pour lui dire qu'il fallait que l'enfant vienne à Bordeaux pour les obsèques. Et Caricart donc s'est occupé de l'enfant, est venu le réveiller, l'a amené dans sa salle de douche privée où il l'a déshabillé et là il a essayé de le pénétrer. N'y arrivant pas, car l'enfant réagissait instinctivement, il a introduit son sexe dans la bouche de l'enfant et a éjaculé dans la bouche et sur le visage de l'enfant. Quand je parle de faits ignobles, leur ignominie me suffit largement pour l'évoquer. Est-ce que vous pouvez, sans modérer vos propos, exprimer ce que vous avez ressenti et dit autour de vous au moment où vous avez appris cette nouvelle? J'ai été révolté par cette nouvelle, car la simple lecture du premier procès-verbal d'audition de la première victime était tellement édifiant qu'à aucun moment on n'aurait pu penser qu'une remise en liberté serait intervenue. À aucun. Est-ce qu'à l'époque, vous avez pu mener une action? Est-ce qu'en tant que juge d'instruction, il y avait quelque chose à faire? Alors, à l'époque, en tant que juge d'instruction, il n'y avait rien à faire. J'avais les bras coupés, disons. Les seules voies de recours que j'avais, j'en vois pas tellement. Si je comprends bien, monsieur le juge, y compris pour bien comprendre les suites de l'enquête suite à la remise en liberté conditionnelle du père Caricart, vous avez poursuivi des investigations, ce qui nous a été d'ailleurs indiqué par les gendarmes, sur l'autre déclaration de viol, la seconde déclaration de viol, mais sur ce qui était dans ce courrier et sur le père Caricart lui-même et la première victime, après la remise en liberté, il n'y avait plus d'investigation sur ce sujet-là. Tout à fait. D'autant que Caricart était à ce moment-là à quelques 1000 ou 1500 kilomètres du lieu d'instruction de cette information. Donc, je voyais mal comment
l'interroger à nouveau, le confondre, le confronter, procéder aux expertises médico-psychologiques, psychiatriques, à l'enquête de personnalité. Tout cela a été réduit à néant. Votre échange en 1998 avec François Bayrou, où vous lui décrivez des faits que vous avez caractérisés d'ignobles, de révoltants, et vous nous dites que François Bayrou n'arrivait pas à le croire. Alors, qu'est-ce qu'il n'arrivait pas à croire exactement? Il n'arrivait pas à croire que Caricart, qu'il semblait connaître, autrement il n'aurait pas émis cette observation, qu'il semblait connaître et pu commettre ces faits. Il n'arrivait pas à le croire, qu'il ait commis un viol, parce qu'on en était à ce moment-là qu'au premier viol. C'est très clair qu'il le connaissait et qu'il avait même une certaine conception du père Caricart. Je le souligne parce que donc, nous sommes en 1998 et je veux redire qu'en février 2025, à la mairie de Pau, devant les victimes de Bétarame, François Bayrou, maire de Pau, Premier ministre de la France, a affirmé ne pas connaître le père Caricart. Oui, cela me paraît un peu, comment dire, ça me paraît un peu inexact, puisque tout plaide pour dire qu'il le connaissait, son épouse qui enseignait, ses enfants qui étaient élèves, le fait qu'il n'arrivait pas à croire qu'il ait commis les faits qu'on reprochait à Caricart, ce qui laissait entendre qu'il connaissait cet homme et sa personnalité. Donc, on a du mal à le croire, en effet. Voilà pour les moments forts de la commission d'enquête dite Bétarame qui poursuit ses travaux. C'est la fin de cet épisode des Grands Débats. À très bientôt sur LCP.